Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Salda Bertin. Ouais, bonjour Valentin, bonjour à tous. Vous êtes docteur S-Lettres, journaliste, critique gastronomique, patron d'émission évidemment sur Radio Courtoisie au Libre Journal de la Jeunesse et auteur de ce livre Vivre autonome, le survivalisme à la française. C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Vous nous expliquerez un petit peu ce que ça veut dire que ce survivalisme à la française. Et puis je suis également avec Didier Maisto. Bonjour Didier Maisto. Bonjour à tous. Notre partenaire du jeudi. Alors c'est un manuel, je ne sais pas si on peut, un guide, un manuel pour faire, c'est pas vraiment sécession, parce que on verra ce que vous entendez par ce survivalisme à la française, qui se différencie selon vous de ce survivalisme américain un peu plus adepte des films et du cinéma. Mais ce livre part d'abord d'un constat, c'est que ce monde visiblement va mal, selon vous, qu'il y a des restrictions de liberté apparemment, des difficultés économiques. Alors voilà, parlez-nous un peu de ce constat du livre que vous faites, et puis d'ailleurs vous convoquez énormément d'auteurs, George Orwell, Bernanos. Donc parlez-nous un petit peu de pourquoi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Alors ça fait quelques années que j'y pensais, et puis je crois qu'on peut dire en préambule que, alors je suis désolée pour ma voix là, parce que c'est le rhume de printemps, un peu les arbres, la nature, tout ça, nous les urbains, aussi les beaux jours pas qui reviennent. forcément pour le ménage, voyez, voilà, ouais. Bref, enfin les beaux jours qui reviennent, vous le dites vite, parce qu'on va essayer de faire en sorte que les beaux jours reviennent. Je dirais que en fait, si j'ai voulu devenir journaliste, j'avais une double vocation. J'ai enseigné à l'université et j'ai voulu devenir journaliste parce que j'aimais la liberté. Voilà. Et puis j'ai l'impression que petit à petit, les taux se resserrent et qu'on a de moins en moins de liberté. Alors je pensais à ce sujet parce que d'abord il m'amusait, parce que je connais un peu le milieu. Des autonomes, des entre guillemets, on va en parler, survivalistes. Et puis il y a eu un déclic au moment du Covid, et là je me suis dit, mais c'est pas possible, là, quand on parle de liberté, je pense qu'on peut s'asseoir dessus, littéralement. Et puis je me suis dit aussi, au moment du Covid, que ce que le bon Gaulois ne pensait pas, c'est-à-dire il dit toujours, le ciel va me tomber sur la tête, mais au fond, il sait que le ciel va pas lui tomber sur la tête. Et là, en quelque sorte, le ciel lui est tombé sur la tête. Et il lui arrive souvent, d'ailleurs, de lui tomber sur la tête. On voit les dernières guerres. Ça s'appelle une rupture de normalité, en fait. Et dans cette rupture de normalité, il y a quelque chose qui ne nous était jamais arrivé à ce degré-là, c'est la privation totale de liberté sur tous les plans. C'est-à-dire ne pas sortir de chez soi, ne pas sortir comme on veut de chez soi, c'est-à-dire habillé, avec des masques, etc. Et puis ensuite, jusque dans son propre corps. Voilà, c'est-à-dire qu'on vous dit, dans ton propre corps, tu seras obligé, on sera obligé de te mettre quelque chose, quoi. Alors déjà, vous voyez, même en tant que femme, on sera obligé de te mettre quelque chose dans le corps. Ça sonne pas très bien, en fait. Vous voyez, c'est quand même très désagréable. Et puis, ça a donné petit à petit naissance à ce livre qui germait déjà depuis longtemps. Effectivement, mais donc qui est un livre qui ne se veut pas du tout un livre alors alarmiste, en tout cas qui se veut un constat lucide sur le monde, mais qui propose une forme de sécession de la société qui est qui reste dans un esprit très positif, très doux. C'est ça que vous appelez le survivalisme à la française. C'est cette espèce de survivalisme qui s'oppose un petit peu au survivalisme américain où on se dit on va vivre avec une dent de requin autour du cou dans la forêt et sa machette. Là, il y a vraiment une volonté déjà de pas se retrouver seul, puisque l'homme est un être social, et vraiment d'avoir tout un tas de pratiques au quotidien qui améliorent, mais vraiment d'une espèce d'éthique presque du bonheur, en fait, toujours. Alors, j'appelle ça le survivalisme à la française, un peu par provocation, parce que moi, ce que je prêche, c'est l'autonomisme, plus que l'autonomie. En fait, c'est un concept que je propose aux gens, et c'est un livre joyeux, un livre positif, comme j'essaie de le faire depuis longtemps dans mon métier. Alors, bien sûr, j'ai traité, surtout quand j'étais jeune journaliste, des sujets difficiles, dont je ne parlerai pas ici, qui m'ont un peu tapé sur le système. Et puis après, j'ai couvert quelques conflits, j'ai fait des choses intéressantes. Et j'ai voulu ensuite, même si je peux toujours revenir en arrière et faire des choses plus difficiles,
J'ai voulu mettre un peu de la joie, trouver des solutions pour les gens. Ce livre en fait partie. Moi, je suis journaliste d'art de vivre, de culture et d'art de vivre. Et ce livre fait partie de ce secteur de l'art de vivre que j'aime tant traiter. Je pense que c'est quand même un livre joyeux. Je dirais pas un bréviaire, vous m'avez dit un manuel. Alors, j'aime pas trop le côté manuel parce que je donne pas de vraies recettes et il n'y a pas d'injonction parce qu'au contraire, ce livre se lit presque à pardon pour les catholiques ici, mais comme un bréviaire dans le sens où vous allez le lire et le relire et ça va vous donner du grain à moudre, de la réflexion, d'ouvrir une réflexion pour à la fin savoir quel autonomiste vous pouvez être. Parce que je pense que c'est une question de survie. Voilà, c'est pour ça survivre. Mais ça n'a rien à voir avec le survivalisme à l'américaine, dont on peut parler un peu si vous voulez. Effectivement, on pourra l'évoquer aussi plus tard. Didier Maisto, je ne sais pas si on peut le dire aussi aux auditeurs, mais vous aussi récemment, alors sans devenir vraiment un autonomiste pour l'instant, vous avez aussi retrouvé le grand air récemment. Oui, moi je me suis exilé à la campagne et je dirais je suis pleinement dans cette quête, dans cette recherche. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans vraiment ce livre est vraiment intéressant parce qu'il y a une réflexion qui sous-tend l'ensemble du livre. Alors certes, il n'y a pas de recette, mais il y a un certain nombre il y a un passage en revue de toutes les initiatives, parfois de façon très pratique. Comment se chauffer, comment cuisiner, comment recycler utilement, comment utiliser sa lumière, l'eau, toutes les ressources naturelles et comment finalement prendre conscience. Et en refermant ce livre, je me suis dit que et si les survivalistes à la française étaient simplement les gens qui étaient peut-être un peu plus conscients que les autres de la société dans laquelle on vit, qui nous prive de liberté. Le Covid était une expérience d'ingénierie sociale grandeur nature, je dirais. Et puis petit à petit, on voit ces libertés se restreindre. Et en France, finalement, tout est interdit. Il n'y a pas qu'en France d'ailleurs. Mais vous faites un pas dans la forêt, c'est interdit. Vous prenez votre voiture, c'est interdit. Tout absolument est réglementé, tout est régi. Et c'est ce que je trouve qui est très difficile à faire, c'est de s'extraire de cette matrice sans être un paria, sans être dans une lutte stérile, mais simplement de revivre normalement dans l'harmonie entre les uns et les autres, en harmonie avec les saisons, en harmonie avec le monde environnant. C'est tout simplement ça, pour moi, le survivalisme. Je trouve que ça, c'est vraiment bien mis en exergue dans ce livre. Est-ce que c'est pas ça, au fond, le survivalisme, de retrouver une vie normale qui soit scandée par à la fois nos désirs et notre rapport aux autres dans un respect mutuel? Oui, merci Didier Maisto, et puis bonjour au passage. Bonjour. Alors, en fait, le survivalisme est un terme qui a mauvaise presse parce qu'il renvoie à un imaginaire américain qui n'est pas qu'un imaginaire parce que c'est quelque chose qui perdure aux États-Unis. C'est un peu au moment de la guerre froide, le gouvernement a endoctriné, entre guillemets, le peuple en lui distribuant des petits manuels que des personnes collectionnent encore, c'est très, très amusant, des manuels de survie pour survivre en cas de grosse rupture de normalité, c'est-à-dire la guerre nucléaire. Et il se trouve que cet enseignement est resté dans les mentalités et aujourd'hui, c'est quelque chose de courant dans la mentalité américaine, à tel point que, effectivement, le mouvement survivaliste avec des mouvements un peu durs, qui sont un peu paramilitaires, même parfois, existe toujours. Et beaucoup même, et peut-être même de plus en plus. Alors eux, évidemment, ils ont les armes, ils ont leur finesse américaine, bien sûr, donc on voit ce que ça peut donner. Le pays du rodéo. Imagine, ouais. Et des rangers et tout ça. Et donc, pour les plus riches, ils se construisent des bunkers dans les déserts très éloignés. Et puis là, on va en bon paranoïaque qu'on est. Hein, je titre un des chapitres comme ça. Eh bien, s'imaginer que demain, c'est la guerre nucléaire et puis on va sauver sa petite peau, éventuellement celle de ses proches, de son cercle très, très, très rapproché. Et puis voilà, donc c'est une vision du monde qui ne convient pas, qui n'est pas souhaitable pour nous. C'est pas notre mentalité, l'autonomisme.
Ce serait plutôt, si vous reprenez la toute première page du livre, ma dédicace à mes grands-mères. C'est-à-dire ce monde finalement paysan d'autrefois, qui savait absolument tout faire et qui, s'il n'avait pas été solidaire et courageux et résistant dans tous les sens du terme, attention, résistant dans sa tête, résistant dans son corps, résistant contre l'ennemi, ce que n'est plus du tout aujourd'hui. Aucun de ces 3 paradigmes, je crois, n'est valable pour la majorité de nos concitoyens, soyons clairs. Eh bien, aujourd'hui, on serait nazi, allemand, tout ce que vous voulez. Et surtout, on n'aurait peut-être pas survécu. Donc nous, c'est plutôt un monde solidaire. Il y avait plutôt un monde de solidarité, d'échange et de débrouillardise. L'autonomisme, c'est un peu de revenir à ça et puis, évidemment, l'ancrer dans notre monde contemporain. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est un hommage que je voulais faire à mes grands-mères, parce qu'on parle de résilience, vous savez. Pour moi, être autonomie, c'est aussi être résilient. Alors bien sûr, pas au sens... bien sûr, au sens aussi, le grand Boris Cyrulnik l'entend, lui, qui est résilient, qui, enfant, arrive dans un camp de concentration, il a 5 ans, à se sortir de la situation. Presque tout seul, c'est absolument incroyable, mais finalement, une rupture de normalité importante comme le Covid peut être considérée comme un grand traumatisme pour les gens, ou une guerre, et nécessite d'être résilient. De même qu'une agression importante qui vous marque dans votre chair, appelle la résilience. Donc on m'a dit oui, souvent je me fais reprendre en me disant mais c'est un terme dont on abuse. Non, je pense que dans ce milieu autonomiste, le mot résilience est très très important. Et donc en fait on peut comme ça disserter à l'infini, mais c'est en tout cas sur le autonomisme et survivalisme, en tout cas je dis bien je dirais que finalement l'autonomisme français est presque de l'anti-survivalisme, parce que on va en parler plus tard, mais il y a aussi la forte notion de communauté. Absolument. Et moi aussi, vous verrez, je dis de ne pas rompre avec le système. Complètement, oui, c'est important aussi. C'est pas du tout une forme de sécession, non, comme disait Nadine Maisto, stérile, où on va vivre tout seul dans la forêt. Et vous parlez de vos grands-mères, effectivement, énormément de propositions, parce que vous faites quand même des propositions dans ce livre, et des techniques sont issues du monde paysan traditionnel. Entre autres. Et puis avec cette vertu, bien sûr, entre autres, il y a aussi des choses qui sont permises par les technologies et les innovations d'aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux. On va pouvoir aussi parler de l'économie circulaire. Mais pour revenir quand même à l'esprit qu'habite ce livre, il y a aussi cette éthique de la simplicité. C'est une question de toujours de pouvoir, quand on peut faire avec peu, on veut toujours mieux faire avec peu qu'avec beaucoup, et donc c'est toujours cette éthique de préserver le monde pour ceux qui nous précéderont, enfin qui nous suivront plutôt. Et d'ailleurs, parce que ce monde de l'autonomisme est quand même, il faut le dire aussi, assez investi. D'ailleurs, c'est regrettable, et vous le regrettez un peu dans votre livre, investi par beaucoup de gens de gauche, puisque c'est aussi fort passé de mai 68, avec des gens qui sont revenus à la terre, revenus à des régions. Et vous le regrettez parce que aussi vous pointez un peu leurs contradictions, puisque pas mal de ces gens-là vivent de manière traditionnelle sans en avoir conscience, ou n'acceptent pas l'entièreté de la tradition, c'est-à-dire par exemple le refus d'avoir des enfants. Alors pour certains qui sont aujourd'hui autonomistes, alors c'est pas les hippies des années 70, mais j'en ai rencontré qui avaient beaucoup d'enfants, qui avaient 9-10 enfants et qui vivaient en complète autonomie tout en étant par exemple militaires. Des gens qui n'étaient pas sortis complètement du système. Certains sortent du système complètement vivant d'autonomie, mais attention, ils vont vivre en autonomie, mais tout en étant tout le temps sur les réseaux sociaux pour essayer de gagner un peu d'argent. Non, mais voilà, il faut quand même... et ce sont quand même des gens de leur temps. À part quelques énergumènes qui vivent dans leur bad, retranchés dans leur bad. Bad, ça veut dire... Base autonome durable. C'est le grand truc des survivalistes. C'est notre petit bunker à nous. Alors, mais voilà, non, il faut quand même... l'immense majorité de gens que j'ai rencontrés ont parfois un métier à côté, restent dans la course, entre guillemets. Et puis, vous en avez d'autres, effectivement, qui sont dans cette idéologie de décroître aussi du point de vue de la population. Mais d'abord, je crois que vous en avez parlé, vous en parlez régulièrement à ce micro, dans la matinale. D'abord, quelle population ? Déjà, nous, on n'est pas cette population-là, qui croît de manière exponentielle sans savoir trop ce qui lui arrive.
Déjà, nous ne sommes pas cette population-là. Il serait peut-être temps de se rendre compte aussi qu'avoir quelques enfants, ça peut être plutôt sain pour notre société. Je ne dis pas d'en avoir 15, mais enfin, quand même, il y a quand même un juste milieu. Et puis surtout, donc il ne faut pas caricaturer. Donc, il y a quelques personnes qui sont comme ça, et je les mets face à leur contradiction. Voilà, je dis, vous voulez vivre proche de la nature, mais finalement, vous allez la combattre. Parce que c'est quand même naturel, si vous êtes en couple, vous avez une famille, en plus vous êtes assez autonome, dans un joli cadre, de ne pas le partager, de ne pas avoir d'enfants, et surtout de ne pas transmettre. Parce que ce dont souffrent la plupart des gens, c'est la rupture de la chaîne de la transmission. C'est pourquoi ce livre s'adresse aux 80% d'urbains. Vous savez, on est 80% d'urbains. Alors peut-être que Didier Maistre ne l'est plus, mais moi je serais contente de savoir d'ailleurs s'il est encore dans sa tête et dans son mode de vie, même si peut-être à la campagne. Ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'urbains qui se rêvent à la campagne, on l'a vu, ils sont tous partis au moment du Covid, et puis une grande partie est revenue. Oui, absolument. Alors justement, je trouve ça vraiment intéressant, parce que dans ce livre, bon, on voit que vous ne croyez pas au grand soir, à la révolution, etc. Et de toute façon, c'est un fait, on a pu penser qu'à des moments dans la rue, ça allait basculer, que la Macronie allait s'effondrer, et on a fantasmé sur le monde d'après, oh là là, qu'est-ce que ça va être bien, etc. Et en fait, il se passe jamais rien de ce point de vue. Et en vérité, et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que là, c'est un champ infini de réflexion et d'action aussi. Votre livre, je pense, c'est une preuve de l'efficacité de la micro-action. C'est-à-dire, on se change d'abord soi-même, on adopte un style de vie fait de simplicité, de débrouille, d'échange, de troc, de solutions traditionnelles, de bon sens, etc. Et c'est comme ça qu'on essaie, petit à petit, par ces micro-actions, puisque c'est pas simplement un retrait du monde où on vivrait en tant que reclus, ermite, égoïste ou que sais-je. Non, c'est justement s'extraire gentiment de ce monde qu'on refuse, qui ne nous convient plus, où on est devenu simplement un produit, et comme je le disais, où tout est interdit, parce que finalement, à force d'être dans les clous, on n'est jamais dans les clous. Vous prenez votre voiture, vous avez au moins 10 infractions. Tout est devenu invivable, en fait. Vous allez à l'hôpital, c'est invivable, vous ne trouvez pas de médecin, vous voulez acheter quelque chose, tout est devenu hyper compliqué. Alors donc, moi, je suis à Paris, donc tout est simple. Hein, quand même. Voilà. Non, mais justement, est-ce que c'est pas d'abord une posture intellectuelle, je dirais, plutôt que de lutter de façon stérile, comme on le disait en préambule, sans s'extraire, de vivre différemment et d'essaimer par cette solidarité. On est un peu dans le complexe, dans l'ADN, une cellule, plus une cellule, et puis c'est comme ça qu'on recompose un monde qui nous convient, plutôt que de lutter. On le voit bien, tout ça. Ouais. On est sur les réseaux sociaux. Ah, Macron, il a dit ça, machin a dit ça. C'est complètement... Et en fait, ça tombe à plat, parce qu'eux avancent, et en utilisant leurs outils, comme on n'a pas le manche, si j'ose dire, on fait taper dessus, et ils poursuivent leur feuille de route, tranquillement. Oui, c'est vrai. Alors, je ne vais pas botter en touche, je vais vous répondre, mais je crois que si le mouvement hippie a échoué, c'est parce que justement ils se sont beaucoup retranchés comme ça. Ils ont été, certains d'entre eux que j'ai rencontrés ont vécu, ils étaient une minorité, attention, parce qu'autrement c'est les 68 arts dont on a hérité, c'est-à-dire la génération de nos parents, des miens en tout cas, qui est une génération qui est quand même pas très sympathique, qui jusqu'au bout du bout... Pas tous, il y a aussi des auditeurs de Radio Courtoisie qui sont de cette génération. Et qui... Oui, non, mais je parle pas de mes parents, ni de mes proches, qui sont pas de ce bord-là, mais qui quand même, dans l'ensemble, ils sont détestables, et jusqu'au bout, ils préféreront... je le précise parce qu'on reçoit des courriels des fois. La maison à un promoteur 100 000 € de plus alors qu'il la vend 2 millions, sachant qu'elle sera détruite plutôt qu'à une famille à qui manque 100 000 € pour que le patrimoine soit sauvé. Non, mais c'est un petit des exemples qu'on m'a donné récemment, ça. Donc, si les les vrais hippies, qui existent encore d'ailleurs parfois à la campagne, ont échoué, c'est aussi parce qu'ils se sont dépolitisés. Donc, bien sûr, un petit geste plus un petit geste peut être utile, mais si vous sortez complètement du système, vous ne pouvez pas le combattre utilement. Et de toute façon, il va vous rattraper. Comme le disait Didier Maistre, tout est interdit.
Vous avez interdiction de tailler vos haies de telle date à telle date. Bon, c'est pas plus mal parce qu'il y a des oiseaux qui peuvent nicher, mais enfin, faut pas exagérer, couper une branche qui dépasse non plus. Vous êtes interdit de... Bon, je parle de l'eau de pluie, donc j'en parle, parce que vous comprenez, c'est dangereux. Par contre, c'est pas dangereux de se faire injecter des thérapies géniques expérimentales, ça, c'est pas dangereux. Si vous voulez, donc Puis cet écologisme aussi il y a un écologisme qui fait toujours peser en fait ses responsabilités sur les alors petits toujours les sur gens. les citoyens, Voilà. sur les petites gens. Et jamais sur les GAFAM. Par contre, tout est permis aux criminels. Voilà, tout est permis. On voit l'actualité qui est épouvantable. Les gens sont dépressifs à cause de ça. Il n'y a pas un jour où il ne se passe pas. C'est permis, entre guillemets, de se droguer parce qu'on ne lutte pas contre le trafic de drogue. On lutte vaguement. Mais c'est pas quand on veut gagner une guerre, on ne gagne pas une guerre vaguement. Ah oui, ce que je veux dire, si vous voulez gagner la guerre, faut vouloir écraser l'ennemi. Sinon, c'est pas la peine. Il y a une dualité qui est assez intéressante quand même dans votre livre, c'est que vous appelez effectivement à pas une sécession totale avec la société, mais vous appelez en revanche, et c'est le point de départ de votre livre, une sécession morale qui, elle, est entière avec la société, et une sécession sémantique. Oui. Puisque vous expliquez bien au début, en convoquant notamment des auteurs classiques, comment la modernité arrive à travestir les mots, les concepts, et justement à faire penser aux gens quel est le rapport des choses, alors qu'effectivement, cette modernité-là, en tout cas, a tendance plutôt à les opprimer. Elle est spolie. Il faut relire Ivan Illich sur la sobriété, etc. Donc oui, il y a une sobriété heureuse. Et cette notion d'outil, moi j'aime beaucoup la manière dont Ivan Illich parle de l'outil. L'outil qu'on peut se réapproprier, dont on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire le réutiliser. C'est aussi revenir au réel, mais aussi redevenir maître un peu de son destin. Donc si vous voulez ça, on pourra parler de l'outil, c'est très très important. C'est tout le volet que je consacre à la low-tech notamment. Et il y a une manière, si vous voulez, il y a deux manières de voir le monde. Il y a la manière occidentale des pays dits entre guillemets avancés avec une flèche. Si tu suis pas la flèche, t'es pas un pays, voilà, t'es pas dans les clous parce que nous on a l'aérospatiale, la léotechnologie, etc. Et puis vous avez une autre vision du monde, celle des gens de la low-tech, celle des pays dont parfois il est issu aujourd'hui. On est obligé de retourner là-bas pour voir comment vivre cette sobriété heureuse et se réapproprier ces techniques, ces paléotechniques. Et eux ont cette vision du monde où finalement on part du réel et on est en accord avec... D'ailleurs, il y a un très beau texte chinois. Alors le problème, c'est que je prononce pas très bien le chinois. Alors, et nous, on ne le comprend pas. Et vous ne le comprenez pas. C'est le Cao Gongji, que je vous recommande quand même de lire, qui, entre le 7e et 5e siècle avant Jésus-Christ, prend toutes les technologies qui peuvent exister à l'époque et vous explique que dès lors qu'on dispose du rythme déterminé par les cieux, de l'énergie, le chi, vous connaissez, fourni par la terre et de matériaux de bonne qualité, ainsi que d'une technique habile, quelque chose de bon peut être produit par la synthèse des quatre. Voilà, ça c'est le monde que moi je trouve souhaitable et que je propose dans la notion d'autonomisme. C'est revenir à des pratiques ancestrales. Parce que dire que nous, on est super évolués, parce qu'on est sur la flèche que nous avons indiquée et que tous les autres sont des pays qui ne seraient pas avancés, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas sur cette flèche que nous avons indiquée, je ne suis pas sûre que ce soit vrai et que ce soit bon, forcément. D'ailleurs, vous serez d'accord sans doute, moi j'invite tous nos auditeurs à lire les philosophes taoïstes, Lao Tse, Chuang Tzu, etc., justement parce qu'on est dans cette sobriété, dans cette simplicité, dans cette circulation du chi, appelons ça l'énergie vitale, d'où peut-être le succès aujourd'hui de toutes ces thérapies dont on dit un peu facilement « Oh là là, attention, c'est des sectes et tout », simplement parce que les gens sont centrés sur eux-mêmes, et pour être conscient de qui on est et d'être conscient d'être dans ce monde-là. Se réapproprier soi-même. Puis il y a d'autres auteurs aussi, Hildegard de Bingen, que vous citez. Mais on va continuer d'en parler aussi, puisqu'il y a aussi tout un tas de conseils plus pratiques que vous donnez pour s'organiser au quotidien. On va en parler après le point sur les informations, puisqu'il est 9h et on fait un point sur les informations avec Emmanuel Noël. On revient à l'actualité. Ligne droite. Vue de
Oh. Nous sommes toujours avec Salza Bertin, docteur ès-lettres, journaliste critique gastronomique, patron d'émission sur Radio Courtoisie. Elle anime le Libre Journal de la Jeunesse. Et puis nous sommes encore avec Didier Maisto, notre partenaire du jeudi. Je voulais revenir avec vous, Salza Bertin, peut-être sur cet esprit communautaire qu'on avait commencé à évoquer. Alors, ces éco-villages et puis surtout aussi ces concepts d'économie circulaire, parce que il faut effectivement, les technologies apportent beaucoup de malheur à nos sociétés, mais il y a aussi quelques vertus, et notamment ce que vous appelez des Fab Labs. Alors ce sont en fait des tutoriels qui sont mis en ligne par des personnes, et en fait elles donnent quand même la possibilité d'une véritable économie de la connaissance qui est intéressante. Bien sûr, mais moi je suis pas contre la connaissance, bien au contraire. Je suis pour la connaissance partagée, ce qui est différent. C'est pas un savoir religieusement, je dirais, attention au mot, il est important, religieusement gardé par une poignée de sachants tout en haut d'une pyramide, ce qui va nous arriver avec l'intelligence artificielle, qui va pouvoir, grâce à ce moyen, c'est-à-dire mettre en captivité, d'une certaine manière, à ciel ouvert, le restant de l'humanité. Mais je suis pour un outil partagé que chacun puisse utiliser. C'est deux visions du monde. Il y a la vision chinoise dont on parlait tout à l'heure, Didier Maisto rebondissait dessus, et la vision, entre guillemets, grecque. Le Prométhée enchaîné d'Échille. C'est-à-dire, c'est le titan qui dit, voilà, je vais vous donner les techniques données par les dieux, alors je vais vous parler de ça, et vous allez en hériter. Alors que dans la vision chinoise, c'est beaucoup plus pragmatique. Il n'y a pas tellement d'origine divine. Vous voyez, on s'approprie les choses qui nous ont été données. Mais, c'est vraiment intéressant, cette dichotomie que vous faites, parce que effectivement, aujourd'hui, les Prométhées, c'est un peu le système, hein. Oui. C'est le système médiatique, ce sont les fact-checkers, où vous parlez aussi de Wikipédia. Donc finalement, il y a un savoir qui vient d'en haut, qui est labellisé, une façon de vivre, une façon de penser. Tout le reste est criminalisé si vous êtes en dehors des clous. Oui. Et aussi, votre livre est une invitation à faire le tout petit effort supplémentaire, à aller chercher l'information ailleurs, dans le partage, et vous donnez d'ailleurs un certain nombre de sites internet, ne serait-ce que pour les encyclopédies. Ce sont des savoirs qui sont issus de la pratique, qui sont issus du réel, et qui sont mis en ligne par des personnes justement qui veulent partager dans un souci d'enrichissement mutuel. Et peut-être que la solution, elle est là aussi de faire ce petit pas de côté. C'est pas une révolution, hein, c'est une petite révolution en soi-même, un petit pas de côté, pour faire ce petit effort supplémentaire d'aller chercher un petit peu ailleurs et de ne pas, dans la première page Google, aller sauter sur le site le plus facile, le plus lu, mais faire travailler son esprit critique. Voilà. Vous savez, moi je suis universitaire, donc j'ai une formation universitaire, j'ai une double déformation, moi. J'ai la formation universitaire d'enseignant-chercheur, c'est-à-dire on te donne les outils et tu te débrouilles. Mais avec des méthodologies très sérieuses. Et j'ai la déformation journalistique. Donc autant vous dire que quand le Covid est arrivé, moi je suis allée chercher quoi. Ouais. Et puis je suis allée chercher les sources, je suis allée chercher auprès des gens aussi, parce que moi je suis une pragmatique. Je suis un peu comme saint Thomas, je crois ce que je vois aussi. Je suis désolée, mais voilà, les faits sont têtus, comme on dit. Donc effectivement, moi je pense qu'il faut se réancrer dans le réel par des petites choses, certes, mais aussi se former à l'intelligence. La formation à l'intelligence est très importante. C'est pour ça que c'est aussi un volet du livre en disant, vous pouvez préparer un rupture de normalité, faire votre poulailler, vouloir aller à la campagne, ou même faire vos conserves chez vous. Si, dans votre tête, vous n'avez pas changé de mentalité, vous n'avez pas changé de logiciel, c'est mort à la première bourrasque. Tout ça va s'écrouler comme la maison des 3 petits cochons. Enfin, en tout cas, les 2 premières. Soyez comme le 3e petit cochon, si vous voulez. Parce que ça, et nos contemporains ont besoin, nos compatriotes ont besoin de ce changement. C'est pour ça que je donne un peu de grain à moudre dans le livre. Et ils vont pouvoir faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire aller chercher et se nourrir de ça. Parce que c'est pas possible, aujourd'hui, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Par exemple, c'est vrai qu'on parle du dernier traumatisme, le Covid. On reparle de cette injection, par exemple. C'est pas possible de dire j'y vais, je le fais, sans rien savoir
sans rien savoir. Donc ça veut dire que tu tends le bras, comme au bon vieux temps, et tu fais « Aïe, pique-moi, mein Führer ». Oh non. Si, non, mais si c'est on ça, vous laisse- parce on que peut pas- tu ne peux pas. Non, mais je suis désolé, on peut pas non plus aller jusqu'à. Si, parce que obéir à un ordre de manière aveugle, sans en Oui. connaître les On conséquences. n'était pas obligé de pour rajouter la soi. mention que vous avez dite après. Mais on va. En tout cas, moi je suis désolée, mais Voilà. si vous obéissez à un ordre aveuglément, Oui. sans savoir quelle peut être la finalité sur les autres et sur vous. Je suis d'accord vous sur le fond, pouvez- sur non, la forme, c'était un petit sur peu la extrême. Mais forme, on va changer, on va quand même plutôt changer de, pas changer de sujet, mais en tout cas retrouver un peu sur le en livre. tout cas, voilà. Moi, je dis, il faut savoir les choses, les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que c'est qu'un consentement on a très bien éclairé compris. dans notre vie? Sur tous les plans, vous avez même un consentement à l'impôt. C'est très important parce que c'est le passage à l'âge adulte. Je dis, arrêtez d'être des adolescents. C'est ça l'important. Absolument. Donc, être autonomiste, c'est arrêter d'être adolescent et de faire les choses, même que l'État nous dit, puisque moi, je dis, je suis contre la sécession, parce que ça peut être justifié. Je suis contre le fait de persécuter des gens qui disent non. Par exemple, des femmes qui veulent accoucher à la maison. En revanche, moi, je trouve que c'est bien dommage de se priver de ce service incroyable. Voilà. Mais c'est pareil pour la thérapie génique dont je parle. Pourquoi pas? Il y a des gens qui peuvent croire, qui peuvent dire « Ah ben moi, j'ai vu que, j'ai lu les études que… » alors que d'autres ont lu d'autres études. Et ben moi, je pense que ça va me protéger parce que j'ai telle pathologie. Mais ça s'appelle de manière éclairée. Voilà, parce que je dis aux gens, moi, je ne prends pas parti pour une chose ou pour l'autre. Je dis, on n'a pas à obéir à des ordres de manière aveugle à partir du moment où on est considéré comme un adulte en capacité de ses moyens. Et déjà, ça commence par là. Déjà, on commence par, par être éclairé, par s'éclairer. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on a finalement perdu dans la sphère publique, hein, je dirais, j'y inclus évidemment les journalistes ou prétendus tels. Aujourd'hui, on ne sait plus si ce sont des communicants. Moi, je les appelle les speakeriens, souvent. Et en fait, ce consentement éclairé, il est rarement là. Je prends un autre exemple, sans parler… parlons par exemple de la guerre en Ukraine. Personne en a demandé l'avis à aucun Français. Et d'ailleurs, Madame van der Leyen n'est pas élue, ne représente qu'elle-même. Et on apprend récemment, il y a quelques jours, par un communiqué commun de la France et de l'Ukraine, que la France était finalement en guerre, puisqu'elle allait s'engager toujours plus de façon militaire. Hein, c'est écrit noir sur blanc. Et ce consentement, en fait, il n'est jamais nulle part. Et en fait, vous avez aussi un certain nombre d'organismes vidés de leur substance, comme le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, les drones ça vient d'être dit dans le flash, qui viennent d'être validés. Est-ce qu'il y a eu un débat, il n'y a pas eu de débat, sur le sujet? Voilà. Et chaque fois, en fait, ces expérimentations qui sont faites par des sachants, on va nous dire, évidemment, qu'à la fin, elles sont concluantes, et ça va devenir la norme. Donc, en fait, le problème, c'est que, si on parle de l'adolescence, c'est que quand on est dans un monde rationnel, on l'explique par l'irrationnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met en état d'urgence, parce qu'on dit que le monde rationnel tel qu'il est fait aujourd'hui ne peut pas répondre à des situations d'urgence. C'est quand même un double paradoxe. Ouais. Et voilà, quoi. Est-ce que c'est pas ça, aujourd'hui, le fait de considérer les citoyens comme des enfants qu'on admoneste et pour lesquels on prétend faire le bien? Et vous n'avez pas besoin de savoir, on s'occupe de tout, madame. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez dormir tranquille. Alors moi, je pense que vous avez raison, Didier Maistre, mais moi, je fais quand même la différence entre le pouvoir régalien, c'est-à-dire ce qui ressort de vraiment l'État des responsabilités, que l'État doit tenir absolument, mais ne doit pas s'ingérer dans la vie des citoyens. Là, c'est pas du régalien, donc on n'a pas à vous dire comment vous allez faire la vaisselle, comment bon voilà, on va récupérer sur notre pluie, comment on va se soigner. Je suis désolée, vous n'avez pas aimé la comparaison, mais si tout un peuple, moi je vise personne, je vis, si vous voulez, un système, voilà, un système, et un système qui vous dit tout entier sur l'individu, comment il doit se lever, comment il doit s'habiller, comment dans sa propre chair il doit prendre des choses, etc. Ça n'est pas possible. Je veux dire, même en médecine, quand un monsieur de l'OMS vous dit, moi tout seul, moi, le gars de l'OMS, je vais décider
pour toute la santé du monde entier, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que nos modes de vie sont très différents. Un Indien n'est pas un Chinois, qui n'est pas un... Et même, vous voyez, il y a cet universalisme dévoyé, effectivement. C'est pas possible. Et même un bon médecin vous dira, moi, vous avez vu, je suis très imprégnée par la philosophie chinoise. Un bon médecin vous dira, chaque cas est un cas. Donc, vous voulez, on laisse à l'État le régalien, et nous, qu'on nous permette d'être un minimum autonomiste quand même. On cultive son particularisme, et d'ailleurs vous proposez, on va peut-être venir aussi à des conseils concrets que vous proposez, on va pas avoir le temps d'en aborder beaucoup, mais ça donnera envie aux gens de le lire, parce qu'il y a des propositions sur la manière de s'approvisionner en eau, la manière de cultiver sa nourriture. Vous faites énormément, vous accordez beaucoup d'importance à la permaculture, peut-être que vous pouvez en dire un mot, parce que ça permet aussi non seulement de retrouver une symbiose au sein de la nature et de laisser la nature croître comme elle est censée le faire, et en plus ça permet aussi de retrouver tout bêtement des variétés de légumes et des variétés de fruits qu'on n'avait plus en France et qui permettent, qui offrent un véritable renouveau gastronomique en termes de goût, mais aussi en termes de santé et d'aliments. Alors déjà, ce mode de vie permet c'est un monde plus juste et plus sobre, donc plus juste aussi. C'est la vraie sobriété énergétique, c'est pas celle de... C'est la vraie sobriété énergétique, celle de produire, d'aller au plus près de chez soi, d'échanger, de partager. Alors on pense toujours au potager, mais c'est aussi ce fabuleux monde de la low-tech, des Fab Labs, des makers, que j'aime tant, qui est dans le partage. C'est-à-dire on partage les plans, tout est... Alors, je suis obligée de le dire en anglais parce que c'est comme ça que ça se dit, c'est l'open source. Et même ça va plus loin. Oui, la source ouverte, mais c'est le terme consacré. Et ça va plus loin chez des gens qui, eux, ont démocratisé le terme et les pratiques en France. Comme Corentin de Châtel-Perron qui a fait un tour du monde en bateau, et qui vivait au Bangladesh et qui s'est au début inspiré, comme Philippe Biwix avec l'âge des low-tech, etc. Et qui sont des gens qui ont voulu démocratiser, nous montrer, si vous voulez, nous ouvrir cette voie en même temps du partage, de la sobriété et du partage, avec quelque chose qui est tout à fait soutenable. Ils l'ont démontré. Vous pouvez me répéter juste le début de votre question ? Sur la permaculture, non, parce qu'en fait, c'est-à-dire, en fait, la capacité, vous montrez des exemples à l'appui de familles qui ont réussi, sans énorme effort ni financier ni énergétique, à être autonome, par exemple en légumes toute l'année, à mieux conserver les aliments, notamment par le séchage, par je pars un peu dans tous les sens parce qu'il y a énormément de conseils dans votre livre, mais la lactofermentation, ça, c'est très salé, attention, il faut bien dessaler derrière, mais ça peut éviter de faire des conserves, vous voyez, vous n'avez pas forcément le temps, il faut utiliser de l'énergie, etc. On peut conserver ses viandes dans l'huile, il y a aussi... En fait, ce que je veux montrer, c'est que toutes ces pratiques sont assez ancestrales. Voilà. C'est comme la cuisson solaire, j'ai pas de la cuisson solaire, tiens, dans ma dernière émission du samedi, avec Gilles Gallo, que je connais bien, c'est-à-dire que la cuisson solaire, donc... Archimède, il fait griller quelques siècles avant Jésus-Christ, la flotte, vous voyez, n'importe. Syracuse, bon. Et les Jeux Olympiques en Grèce sont allumés quelques centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ, avec des miroirs solaires. C'est pas beau, ça. Donc toutes ces choses existent. Le frigo sans énergie aussi, on peut très bien. Le frigo sans énergie, tout ça. Comment on fait pour avoir un frigo sans énergie ? Alors, vous pouvez. Alors, je donne la recette de la construction, mais vous savez qu'il existait, même dans les immeubles parisiens, ou dans les immeubles des villes, c'est-à-dire que les cuisines n'étaient pas chauffées. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de chauffer votre cuisine, surtout pas. Et on avait un placard sur la face nord du bâtiment, avec une petite ouverture, avec une aération permanente, et c'est là qu'on mettait un certain nombre d'aliments. Ça, c'était, entre guillemets, le premier frigo, vous voyez. C'était malin quand même. Mais alors maintenant, aujourd'hui, on vit dans des boîtes complètement hermétiques et la conservation est compliquée. Donc là, on met sur la face nord tout un petit bricolage à faire dont je parle, et je dis où est-ce que vous pouvez trouver les plans pour le réaliser.
Et vous pouvez mieux conserver vos fruits, vos légumes, etc. Mais attention, c'est un autre mode de vie, hein. C'est fini le surgelé. Bien sûr, c'est aussi, on est d'accord. Il y a quand même, parce que là, on n'a plus beaucoup de temps pour passer. Vous pouvez vous débrouiller, mais ce que je veux dire, c'est que déjà dans votre tête, effectivement, si c'est vous une avez, disposition mentale, un état d'esprit. Et c'est pas incompatible avec un projet patriotique. C'était votre conclusion aussi dans votre livre, c'est-à-dire que. Mais je dis, ne sortez pas du système, parce contraire. que comment voulez-vous le combattre ? Oui. C'est-à-dire, c'est tout l'échec des hippies. C'est-à-dire, comment vous voulez combattre le système ? Si vous sortez du système. Mais moi, je vous apprends là à résister, à survivre en cas de rupture de normalité, parce que si vous n'êtes pas prêt... On est d'accord, il faut se préparer. Le problème, ce sera votre manque de préparation. Il faut se préparer sans se couper complètement de la société et vivre en survivaliste à l'américaine. C'est tout le propos de votre livre. Merci. Oui, notre système est magnifique. Merci le système beaucoup, français de nos grands-parents, solidaire, etc. Voilà. Il n'est pas question de l'abandonner. Il faut se battre pour l'hôpital, il faut se battre pour un enseignement digne pour nos enfants, etc. Et notre niveau. Le retour à la vie paysanne et ancestrale. Merci beaucoup, Solza Bertin. Je rappelle que vous êtes docteur ès-lettres, journaliste, critique gastronomique, patron d'émission sur Radio Courtoisie. Vous animez le Libre Journal de la Jeunesse et vous avez écrit ce livre Vivre autonome, le survivalisme à la française aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis merci à vous, Didier Maisto. Vous êtes journaliste indépendant.